Mon frère a pris mes clés à 22 heures. À l'aube, ma voiture était détruite. Papa a hurlé de ne pas l'accuser. Je n'ai rien dit, car ce n'était pas mon véhicule qui l'avait crashé. Papa a blêmi en comprenant. Mon frère Guillaume a fracassé une voiture flambant neuve à 4h47 un dimanche matin. Mon père m'a hurlé dessus pendant 20 minutes sans s'arrêter. Il m'a traité d'égoïste. De vindicative. Il a dit que j'avais ruiné la famille avec mon problème d'attitude. Mais voici la chose qui me fait encore sourire quand j'y pense aujourd'hui. Ce n'était pas ma Mazda CX-30 qui était enroulée autour de cette glissière de sécurité sur la Nationale 7. C'était le précieux Range Rover autobiographie de papa, celui à 80 000 € qu'il appelait son cadeau de retraite à lui-même. Et Guillaume, il l'avait volé en pensant que papa lui pardonnerait, tout comme papa lui pardonnait toujours, jusqu'à cette nuit où il ne l'a pas fait. Je m'appelle Sandrine Girard. J'ai 29 ans et jusqu'à il y a 4 mois, j'étais la fille invisible dans une famille qui n'avait Dieu que pour mon jeune frère. J'ai grandi à Issoire, une petite ville à environ 15 minutes de Clermont-Ferrand où tout le monde connaît tout le monde et où les ragots voyagent plus vite que la lumière. Mon père, Gérard Girard, a bâti Girard Chauffage et Climatisation à partir de rien. Il a commencé dans son garage quand j'avais 3 ans. Il en a fait la plus grande entreprise CVC du département du Puy-de-Dôme. 42 employés à son apogée. Il était fier de cette entreprise comme certains hommes sont fiers de leurs enfants. En fait, oubliez ça. Il était plus fier de l'entreprise qu'il ne l'a jamais été de moi. Ma mère, Denise, est ce que j'appellerais une gardienne de la paix professionnelle. Toute sa philosophie de vie tient en 5 mots, ne faisons pas de vagues. Chaque fois qu'il y avait un conflit, sa solution était la même. Sourire, hocher la tête, prétendre que tout va bien. Et quoi que tu fasses, ne contrarie pas ton père ou ton frère. Ah, oui. Mon frère Guillaume, l'enfant roi, le chouchou, l'homme de 26 ans qui apporte toujours son linge sale chez maman tous les dimanches parce que, je cite, son adoucissant sent meilleur. Je ne dis pas que Guillaume est incapable, mais à la Toussaint dernière. Il m'a demandé combien de temps il fallait mettre des glaçons au micro-ondes pour son verre. Il voulait passer des glaçons au micro-ondes parce qu'il n'était pas assez froid. Je l'ai juste fixé pendant environ 10 secondes, puis je me suis resservi du vin. Certaines questions ne méritent pas de réponse. Guillaume travaille pour papa depuis qu'il a abandonné la fac à 19 ans. J'utilise le mot travailler au sens large. Il arrive vers 10 heures, prend 2 heures de pause déjeuner, part vers 16 heures, et trouve quand même le moyen de se plaindre d'être fatigué. Papa le paie 45 000 € par an pour ça. Je le sais parce que j'ai accidentellement vu sa fiche de paie une fois en aidant maman avec la paperasse. Pendant ce temps, j'ai gravi les échelons de guichetière à directrice adjointe au Crédit Mutuel en 7 ans. Et papa ne m'a jamais posé une seule question sur mon travail. Pas une seule fois. Mais voici ce qui m'énerve vraiment. Au cours des 4 dernières années, Guillaume m'a emprunté exactement 2100 €. 100 par-ci, 300 par-là. Toujours avec la même promesse, je te rembourse mardi, serette. Mardi n'arrive jamais. Quand je l'ai mentionné à papa une fois, juste une fois, il m'a regardé comme si j'avais suggéré de vendre Guillaume pour des expériences médicales. La famille ne tient pas les comptes, Sandrine. C'est ça ton problème. Tu tiens toujours les comptes. Vous savez quoi? Guillaume tient les comptes de sa collection de baskets. L'homme a 34 paires de chaussures qui coûtent plus cher que le remboursement mensuel de ma voiture. Mais bien sûr, papa, c'est moi qui ai un problème. 2 semaines avant que tout n'arrive, j'ai finalement fait quelque chose juste pour moi. J'ai acheté ma première voiture neuve, une Mazda CX-30 2024 gris lunaire. Je conduisais une Renault Clio de 2009 avec 300 000 km au compteur. La clim ne marchait plus depuis 3 ans. La vitre côté conducteur restait coincée si on la baissait au-delà de la moitié. Chaque fois que je tournais à gauche, elle faisait un bruit de chat sur lequel on marche. Mais j'ai conduit cette voiture pendant 7 ans parce que j'économisais 8 000 €, centime par centime, salaire après salaire, pour un apport sur quelque chose qui serait vraiment à moi. Le jour où je suis sorti de la concession avec cette Mazda, j'ai pleuré sur le parking pendant 10 minutes. Pas des larmes de tristesse, des larmes de joie. Cette voiture représentait tout ce que j'avais construit sans l'aide de personne. Pas d'argent de papa, pas de piston familial, juste moi qui me pointe tous les jours pour faire le boulot.
La réaction de papa quand je lui ai montré la Mazda? Pourquoi t'as pas pris une française? Il a dit ça alors qu'il se tenait à côté de son Range Rover Autobiographie à 80 000 €, celui qu'il s'était acheté comme cadeau de retraite. Même s'il n'était pas à la retraite et n'avait aucun projet de retraite, il voulait juste une voiture qui faisait se sentir petit les autres hommes. C'était toute la personnalité de papa dans un véhicule. Brillant, surdimensionné et complètement inutile. Quand Guillaume a eu 24 ans, papa lui a acheté une Jeep Wrangler. Payé comptant. Pas de crédit, pas de mensualité, il lui a juste tendu les clés avec un gros nœud rouge comme dans une pub de voiture. Quand j'ai eu 24 ans, papa m'a offert une adhésion à l'Automobile Club. Il a dit que c'était plus pratique. Je veux dire, il n'avait pas tort. Je m'en suis servi 3 fois cette année-là quand ma Clio est tombée en panne, mais quand même. Une Jeep contre une assistance dépannage. Le calcul parle de lui-même. Le week-end où tout a changé a commencé comme tous les autres dîners de famille chez mes parents. Samedi soir, 18 h, pot-au-feu et agressivité passive. Je suis arrivé dans ma belle Mazda 9 et je me suis garé juste derrière le Range Rover de papa dans l'allée. C'était ma place habituelle quand je venais en visite. Juste derrière la voiture de papa, comme une sorte de métaphore que je n'ai pas complètement comprise avant plus tard. Je suis entré pour trouver maman finissant frénétiquement la purée parce que Guillaume était encore en retard. Il a fini par débarquer 40 minutes après l'heure prévue du dîner. Pas d'excuses, pas d'explications, juste la circulation était dingue. Même s'il habite à 12 minutes et qu'il n'y a jamais de bouchon à Issoire parce qu'il ne se passe jamais rien à Issoire. Papa n'a pas dit un mot sur le retard de Guillaume. Il lui a juste tapé sur l'épaule et a dit « Voilà mon garçon. Prends une bière. Le dîner est presque prêt. » Si j'avais eu 40 minutes de retard, j'aurais eu droit à une leçon sur le respect et la responsabilité. Guillaume a eu une Kronenbourg fraîche et un sourire. Pendant le dîner, Guillaume a commencé à parler d'une opportunité d'affaires sur laquelle il travaillait. Un de ses potes avait une idée pour une appli qui aiderait les gens à trouver des places de parking, sauf que l'appli existe déjà, et ça s'appelle Google Maps. Papa a hoché la tête comme si Guillaume pitchait le prochain Amazon. C'est une réflexion intelligente, Phil. Un vrai esprit d'entrepreneur. J'avais envie de me cogner la tête contre la table. Quand il y a enfin eu une pause dans l'heure d'appréciation de Guillaume, j'ai mentionné que j'avais géré un cas de fraude compliqué au travail. Un client s'était fait escroquer de 13 000 € et j'avais passé 3 semaines à travailler avec notre service fraude pour récupérer chaque centime. J'en étais fier. C'était un travail vraiment difficile et j'avais aidé quelqu'un qui en avait vraiment besoin. La réponse de papa, c'est bien, ma chérie. Et Guillaume, comment va ton jeu de golf? Tu fais toujours des slices sur le dernier parcours? C'est bien, ma chérie. 3 semaines de travail, 13 000 € récupérés, et tout ce que j'ai eu c'était c'est bien, ma chérie. Suivi d'une conversation sur le golf. Je me suis excusé pour aider maman avec la vaisselle parce que j'avais besoin de mettre mes mains dans l'eau chaude savonneuse avant de les mettre autour du cou de mon frère. Ce samedi soir-là, j'ai pris une toute petite décision qui a tout changé. La météo annonçait de la pluie pour la nuit, une pluie battante. Et ma nouvelle Mazda était garée dans l'allée sans protection. Ma résidence à Chamalières n'a pas de parking couvert. Mais l'immeuble de mon amie Corinne, à 3 rue de là, en a un. Elle m'avait dit il y a des mois que je pouvais utiliser sa place libre quand j'en avais besoin. Alors à 21 h, j'ai décidé de déplacer ma voiture vers l'immeuble de Corinne juste pour la protéger de l'orage. J'ai pris mon double des clés dans mon sac à main, déplacé la Mazda sur la place couverte de Corinne, et je suis retourné à pied chez mes parents pour dire au revoir. Dans ma précipitation, j'ai laissé mon jeu de clés principal sur le comptoir de la cuisine. Je n'y ai même pas pensé. J'avais mon double. Je récupérerai les autres clés le lendemain en passant pour le brunch du dimanche. Pas grand-chose, non? J'ai dit bonne nuit à maman, fait un signe vague vers le sous-sol où Guillaume avait disparu pour bouder, et je suis rentré chez moi dans ma petite Renault Twingo, une location que j'avais pour le week-end en attendant que la situation du parking de mon appartement soit réglée. Une fin ennuyeuse et banale d'un dîner de famille ennuyeux et banal. Sauf que ce n'était pas la fin du tout. Parce que dans 12 heures, ce petit choix, protéger ma voiture d'un orage, allait exposer 29 ans de mensonges familiaux et coûter à mon père plus qu'il n'avait jamais pensé que son fils préféré valait. Avant de continuer,
abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chaque commentaire et ça illumine vraiment ma journée. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à ce samedi soir. Je dois revenir un peu en arrière et vous raconter ce qui s'est passé au dîner et que j'ai survolé, parce qu'il y a eu une confrontation et ça a son importance. Une fois la vaisselle terminée, Guillaume m'a coincé dans la cuisine pendant que maman était aux toilettes et que papa regardait un tournoi de golf dans le salon. Il avait ce regard sur le visage, celui qu'il a quand il veut quelque chose et qu'il a déjà décidé qu'il le méritait. Sa petite amie Manon devait être récupérée à l'aéroport le lendemain matin. Son vol atterrissait à 10h à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, ce qui est à environ 1h30 de route d'Issoire. La Jeep de Guillaume faisait un bruit bizarre, ce qui, j'ai découvert plus tard, signifiait qu'il était presque à court d'essence et ne voulait pas payer le trajet aller-retour jusqu'à Lyon. Il voulait emprunter ma voiture, ma Mazda flambant neuve, la voiture que je possédais depuis exactement 14 jours. J'ai dit non. Vous devez comprendre que c'était énorme pour moi. Je ne dis pas non à Guillaume. Je ne dis jamais non à Guillaume. C'est plus facile de céder, de le laisser avoir ce qu'il veut, d'éviter l'explosion qui survient quand l'enfant roi n'obtient pas ce qu'il veut. Mais quelque chose à propos de cette voiture, quelque chose sur ce qu'elle représentait m'a fait camper sur mes positions. Je ne suis pas à l'aise de la prêter, lui ai-je dit. Elle est toute neuve. Je l'ai à peine conduite moi-même. Tu peux louer une voiture ou prendre un Uber. Ou peut-être que Manon peut prendre une navette depuis l'aéroport comme les gens normaux. Le visage de Guillaume a changé. Le passage de l'amical au sentiment de dû, puis à la colère, tout ça en environ 2 secondes. J'ai vu ce changement toute ma vie. Ça signifie généralement que je vais me faire engueuler, et ensuite papa va prendre son parti, et ensuite maman va me dire que j'aurais dû être plus flexible. Tu es sérieuse là, a dit Guillaume. C'est un matin. Je te la ramène pour midi. Non, Sandrine. Allez. Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Comme quelqu'un qui ne veut pas prêter sa voiture neuve. C'est assez normal, Guillaume. Il a émis un petit rire méprisant comme si je venais de dire quelque chose de ridicule. C'est pas comme si j'allais la planter. Célèbre dernière parole. Je veux dire, vraiment, si j'avais su ce qui allait arriver, je me serais fait tatouer ce moment dans le cerveau en temps réel. C'est pas comme si j'allais la planter. L'univers a entendu ça et a commencé à prendre des notes. Papa est entré à ce moment-là, sentant probablement le conflit comme un requin sans le sang. Et Guillaume a immédiatement changé de tactique. Papa, Sandrine ne veut pas me laisser emprunter sa voiture pour aller chercher Manon demain. Tu peux lui parler? J'ai regardé le visage de mon père, espérant, stupidement, inutilement, que juste cette fois il prendrait mon parti, qu'il dirait, Guillaume, c'est sa voiture. Respecte sa décision. Au lieu de ça, il m'a regardé avec une déception si épaisse qu'on aurait pu l'étaler sur une tartine. Sandrine, ne sois pas difficile. C'est un matin. Aide ton frère. Papa, c'est ma voiture. J'ai dit non. Tu es mesquine, a-t-il dit. C'est exactement ton problème. Tu tiens toujours les comptes. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, sentant la tension, se tordant déjà les mains. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Sandrine ne veut pas que Guillaume emprunte sa voiture, a rapporté papa comme si j'avais commis un crime. Maman m'a regardé avec ses yeux suppliants. Chérie, ça aiderait vraiment. Tu sais comment est Manon. Maman, j'ai dit non. C'est ma réponse. Non. Guillaume a levé les bras au ciel. C'est bon, peu importe. Sois égoïste. Il est parti en trombe au sous-sol et je l'ai entendu claquer la porte si fort que les photos dans le couloir ont tremblé. Papa a juste secoué la tête vers moi. Je ne sais pas pourquoi tu dois toujours être comme ça. Comme quoi, papa? Comme quelqu'un avec des limites? Tu vois ça, là? Cette attitude. Il est retourné à son tournoi de golf et je suis resté dans la cuisine avec l'impression d'avoir à nouveau 12 ans, blâmé pour quelque chose qui n'était pas de ma faute. Ma mère s'est attardée parce que bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a posé sa main sur mon bras et a chuchoté, « Pourquoi dois-tu toujours rendre les choses plus difficiles? Tu sais comment devient ton père. Tu sais comment est Guillaume. Est-ce que ça aurait été si terrible de dire simplement oui? Maman, c'est ma voiture. Je sais, chérie.
Je sais. Mais parfois, maintenir la paix est plus important que d'avoir raison. Je l'ai fixé pendant un long moment. C'était la femme qui m'avait élevé, la femme qui m'avait appris à faire mes lacets et des œufs brouillés et à toujours dire s'il vous plaît et merci. Et elle me disait que maintenir la paix avec mon frère privilégié était plus important que mes propres limites. Je dois y aller, ai-je dit. Je déplace ma voiture chez Corinne. Il va pleuvoir ce soir. C'est là que je suis parti. C'est là que j'ai déplacé ma Mazda vers le parking couvert. C'est là que j'ai accidentellement laissé mes clés sur le comptoir. À 22h17, j'étais dans mon appartement en train de me brosser les dents quand mon téléphone a vibré avec un texto de Guillaume. J'ai changé d'avis, je prends la voiture. Tu ne remarqueras même rien. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Je l'ai appelé immédiatement. Directement sur messagerie. J'ai rappelé. Messagerie. J'ai appelé maman. Guillaume a pris ma voiture, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. Il a pris mes clés et il a pris ma voiture. Chérie, calme-toi. Il est à la maison. Je viens de le voir traverser la cuisine. Alors pourquoi il m'a envoyé un texto disant qu'il prend ma voiture? Je suis sûr que c'était juste une blague. Tu sais comment il est. Il essaie probablement juste de te faire réagir. Va au lit, Sandrine. Tout va bien. J'ai essayé d'appeler Guillaume 3 fois de plus. Rien. Je lui ai envoyé un texto. Ce n'est pas drôle. Ramène ma voiture. Pas de réponse. Mais voilà le truc. Je ne savais pas ce que personne ne savait. À 22h17, Guillaume a attrapé mes clés sur le comptoir, est sorti, et n'a rien trouvé. Ma Mazda n'était pas là. Je l'avais déplacée chez Corinne. Son texto était de la méchanceté pure. De la pure méchanceté puérile. Prendre la voiture alors qu'il n'y avait pas de voiture à prendre. Un petit coup de pouvoir mesquin pour gâcher ma soirée. Mais Guillaume n'est pas simplement allé au lit en acceptant la défaite. Non, Guillaume a passé les 5 heures suivantes à boire le bourbon de papa et à sombrer dans la panique parce que Manon lui envoyait des textos constamment. Son vol avait été reprogrammé, avancé, atterrissant maintenant à 5h30 au lieu de 10h. Elle avait besoin qu'il soit là. Elle le testait, bien qu'il ne le sache pas encore. Et Guillaume, ivre et désespéré et complètement incapable d'accepter le mot non, a pris une décision vers 3h du matin qui allait tout détruire. Il est entré dans la cuisine, a ouvert le tiroir où papa gardait ses doubles de clés, et a attrapé celle du Range Rover. Dans le cerveau imbibé de bourbon de Guillaume, la logique était simple. Papa comprendrait. Papa comprenait toujours. Papa réparait les erreurs de Guillaume depuis 26 ans. Ce ne serait pas différent. Il a grimpé dans ce Range Rover à 80 000 € à 3h20, a reculé hors de l'allée, et a pris la direction de Lyon. Il n'est jamais arrivé. Je dois vous dire quelque chose sur Manon Kowalski avant d'aller plus loin. Elle a 24 ans, travaille comme hygiéniste dentaire à Vichy, et sortait avec Guillaume depuis environ 14 mois. Elle en avait aussi, à ce stade, complètement marre de lui. Manon travaillait 40 heures par semaine à nettoyer les dents des gens. Elle payait son propre loyer. Elle conduisait une Renault Mégane de 12 ans avec 220 000 km au compteur parce qu'elle économisait pour l'école d'infirmière. Et elle sortait avec un gars qui travaillait peut-être 20 heures par semaine, vivait de l'argent de son père, et lui demandait quand même de partager l'addition au restaurant. Elle lui lançait des perches depuis des mois. Des allusions comme « je ne sais pas si ça marche, et j'ai besoin de quelqu'un qui sera là pour moi ». Guillaume, bien sûr, n'entendait rien de tout ça. Guillaume entendait ce que Guillaume voulait entendre. Alors ce samedi-là, Manon a décidé de faire un petit test. Elle a dit à Guillaume que son vol de retour de chez sa sœur en Corse avait été reprogrammé, avancé à 5h30 dimanche. Elle avait besoin qu'il vienne la chercher à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, à 1h30 de route au milieu de la nuit. Voici le truc. Manon n'était pas en Corse. Il n'y avait pas de vol. Elle était chez elle dans son appartement à Vichy à regarder Netflix et à attendre de voir si Guillaume assurerait vraiment pour elle. Spoiler, il a assuré, juste pas de la manière dont aucun d'eux ne s'y attendait. À 4h47, Guillaume conduisait trop vite sur la départementale 338 sous la pluie. Son taux d'alcoolémie était de 1,1 GEL, bien au-dessus de la limite légale de 0,5 GEL. Pas ivre-mort,
mais assez affecté pour que ses réflexes soient lents, et son jugement pire que d'habitude, ce qui pour Guillaume veut dire quelque chose. Il a perdu le contrôle dans un virage. Le Range Rover a percuté la glissière de sécurité à environ 90 km/h, a fait un tête-à-queue, l'a percuté à nouveau, et s'est immobilisé dans un fossé avec l'avant chiffonné comme du papier alu. Les blessures de Guillaume n'étaient pas mortelles. Poignet cassé, coupure du haut-vitre brisé, côte contusionnée. Il était assez conscient pour essayer de redémarrer la voiture, pour essayer de s'enfuir. Son instinct, même là, était de fuir, d'éviter les conséquences, de faire disparaître le problème avant que quiconque ne le découvre. Mais le Range Rover ne démarrait pas, et un autre conducteur avait été témoin de l'accident et appelait déjà le 112. À 5h05, la gendarmerie était sur les lieux. Ils ont senti l'alcool. Ils lui ont fait passer un test d'alcoolémie. Guillaume a échoué. Ils l'ont fait souffler. 1,1 GEL. Ils lui ont mis les menottes et l'ont arrêté juste là sur le bord de la route, sous la pluie qui tombait encore et avec le Range Rover à 80 000 € de papa qui fumait encore dans le fossé. C'est ce que j'aime chez les gendarmes. Ils se fichent de qui vous êtes le fils. Ils se fichent de combien d'argent a votre papa. Ils voient un conducteur ivre qui a planté une voiture et essayé de fuir et ils font leur travail. Pas de faveur, pas de coup de fil pour arranger les choses, juste des menottes et la procédure. À 5h45, mon téléphone a sonné. C'était papa, et il hurlait. Qu'est-ce que Guillaume a foutu avec ta voiture bordel? Je me suis assise dans mon lit, le cœur battant, complètement confuse. Quoi? De quoi tu parles? Ne joue pas à l'idiote avec moi, Sandrine. La gendarmerie vient d'appeler. Guillaume a craché ta voiture sur la départementale. Il est à l'hôpital. Papa, c'est impossible. Ma voiture est à l'appartement de Corinne. Elle y est depuis hier soir. Arrête de mentir. Ils ont dit qu'il a craché une voiture grise. Il a pris ta voiture et il l'a crachée. Papa, écoute-moi. Ma voiture n'est pas chez toi. Je l'ai déplacée hier soir. Vérifie l'allée. Il y a eu une pause. Puis je l'ai entendu bouger. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai entendu ses pas sur le porche. Puis le silence. Un très long silence. Papa, qu'est-ce que tu vois? Sa voix quand elle est revenue était différente. Plus petite. Le Range Rover n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux dire, il n'est pas là? Il n'est pas là, Sandrine. Le Range Rover. Oh mon Dieu. Je n'en suis pas fier, mais j'ai souri. Juste là dans ma chambre sombre à 5h45 du matin avec mon frère à l'hôpital et mon père en train de faire une crise de nerfs au téléphone. J'ai souri parce que je savais. Je savais avant qu'ils ne le disent. Guillaume n'avait pas craché ma voiture. Guillaume avait craché le précieux, le bien-aimé Range Rover à 80 000 € de papa. La voiture que papa ne laissait personne d'autre conduire. La voiture qu'il lavait à la main tous les dimanches. La voiture qu'il garait tout au fond de chaque parking pour que personne n'abîme les portières. Cette voiture était maintenant éparpillée sur la départementale 338 en morceaux. Je me suis habillé et j'ai conduit jusqu'au centre hospitalier de Clermont-Ferrand. Tout le trajet, j'ai attendu de me sentir mal, d'avoir peur pour Guillaume, de ressentir autre chose que cette étrange et calme satisfaction. Mais non. Pendant 29 ans, j'avais regardé mon frère glisser à travers la vie sur l'argent de papa, les relations de papa et le pardon infini de papa. Et maintenant, enfin, quelque chose était arrivé que papa ne pouvait pas réparer. L'hôpital était un chaos. Maman pleurait dans la salle d'attente. Papa faisait les 100 pas, se disputant avec un gendarme qui ne se souciait clairement de rien de ce que papa avait à dire. Et Guillaume était dans un lit d'hôpital avec un plâtre au poignet, une perfusion dans le bras, et une menotte l'attachant à la barre du lit. Oui, une menotte. Mon frère était en état d'arrestation. Je suis entré et papa s'est immédiatement retourné contre moi. C'est de ta faute, si tu l'avais juste laissé emprunter ta voiture. Ma voiture va très bien, ai-je dit calmement. Ma voiture est chez Corinne. Guillaume n'a pas pris ma voiture. Il a pris la tienne. Papa s'est arrêté au milieu de sa phrase, a cligné des yeux. Quoi? Les clés? J'ai laissé mes clés sur le comptoir. Mais Guillaume n'a pas utilisé mes clés.
Il a pris ton double dans le tiroir et il a pris ton Range Rover. La voiture qu'il a crashée c'est ton Range Rover, papa, pas ma Mazda. J'ai regardé le visage de mon père passer par cette couleur différente en environ 10 secondes. Confusion, déni, réalisation, horreur, encore du déni, colère, et finalement quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de Gérard Girard avant. La défaite. Il a regardé le gendarme. Est-ce que c'est vrai? Le gendarme a vérifié ses notes. Le véhicule impliqué dans l'accident est immatriculé au nom de Gérard Girard. Range Rover Autobiographie 2023. C'est vous, monsieur. Papa a hoché la tête, incapable de parler. Votre fils conduisait votre véhicule en état d'ivresse. Taux de 1,1 g. Il est inculpé pour conduite en état d'ivresse, vol d'usage de véhicule, dégradation de biens publics. C'est la glissière de sécurité. Et tentative de délit de fuite. Délit de fuite. Il n'a pas quitté les lieux. Il est juste là. Il a tenté de fuir, monsieur. Les témoins disent qu'il a essayé de redémarrer le véhicule plusieurs fois avant notre arrivée. C'est une tentative de fuite. Nous prenons cela très au sérieux. Papa a regardé Guillaume. Guillaume a regardé le sol. Et j'ai regardé le badge du gendarme, mémorisant le numéro parce que j'avais le sentiment que j'enverrais une carte de remerciement à cet homme. Pour la première fois en 29 ans, mon père ne pouvait pas sortir Guillaume du pétrin avec de l'argent. Il ne pouvait pas passer un coup de fil à quelqu'un qu'il connaissait. Il ne pouvait pas faire un chèque pour faire disparaître le problème. Son garçon en or était menotté à un lit d'hôpital avec des accusations criminelles. Et il n'y avait pas une seule chose que Gérard Girard pouvait faire à ce sujet. Je n'ai pas ressenti de joie. Pas exactement. Mais j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. J'ai ressenti de l'espoir. Au cours des 48 heures suivantes, j'en ai appris plus sur le droit pénal français que je ne l'aurais jamais voulu. Guillaume ne faisait pas face à une seule accusation. Il en affrontait 4. Conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux délictuel au-dessus de 0,8 GEL, ce qui est bien pire qu'une simple contravention. Vol d'usage de véhicules à moteur. Et voici le coup de grâce, quand le véhicule vaut plus qu'une certaine somme, et vu le contexte familial, c'est compliqué, mais c'était considéré comme un vol aggravé. Le Range Rover de papa valait 80 000 €. Donc Guillaume n'était pas juste dans le territoire des petits délits. Il risquait gros. Ensuite, il y avait la dégradation de biens publics pour les dommages à la glissière. 12 400 € que les contribuables devraient remplacer, et enfin le délit de fuite parce qu'il a essayé de redémarrer la voiture et de partir avant l'arrivée de la police. 4 chefs d'accusation, des délits graves, et un père qui pour la première fois de sa vie ne pouvait pas faire un chèque pour tout effacer. J'ai regardé papa essayer pourtant. Je lui accorde ça. Le lendemain de l'accident, il a appelé tous ceux qu'il connaissait. Son pote au conseil municipal, un gars avec qui il était allé au lycée qui était maintenant juge dans une autre juridiction, ne pouvait pas aider. Son comptable, son avocat, son assureur, il passait des appels comme un homme essayant d'écoper l'eau d'un navire en train de couler avec une tasse à café. Mais voilà le truc avec la gendarmerie et les routes nationales et les dommages aux biens publics. Ce n'est pas local. Les relations de papa à Issoire ne signifiaient rien pour la gendarmerie nationale. Il se fichait que Gérard Girard sponsorise l'équipe de foot locale ou donne aux pompiers volontaires. Ils avaient un conducteur ivre, un véhicule détruit, une glissière endommagée et des témoins. Fin de l'histoire. L'appel à l'assurance a été celui qui l'a vraiment brisé. Je me trouvais chez mes parents quand il l'a passé. J'étais venu récupérer quelques affaires, y compris mes clés qui étaient toujours sur le comptoir, et papa était dans son bureau avec la porte ouverte. Je pouvais tout entendre. Oui, je suis le titulaire de la police. Gérard Girard. Le véhicule est un Range Rover 2023. Pause. Oui, c'est exact. Mon fils conduisait. Plus longue pause. Non, il n'est pas désigné sur le contrat. J'ai observé son visage à travers l'ouverture de la porte. J'ai vu le moment exact où il a compris le piège dans lequel il se trouvait. Était-il autorisé à conduire le véhicule, a demandé l'experte. Je pouvais entendre sa petite voix à travers le téléphone. Papa a hésité. Et dans cette hésitation, je l'ai vu calculer. S'il disait oui,
Guillaume était autorisé, l'assurance pourrait couvrir les dommages, peut-être, avec une énorme franchise. Mais ce serait un mensonge. Une fausse déclaration, un crime fédéral aux USA, un délit d'escroquerie à l'assurance en France. Papa pourrait aller en prison. S'il disait non, Guillaume n'était pas autorisé, la demande serait rejetée. 80 000 € perdus. Mais papa resterait hors de prison. Pendant 26 ans, mon père avait choisi Guillaume par-dessus tout, par-dessus moi, par-dessus maman, par-dessus le bon sens, par-dessus la responsabilité élémentaire. Il avait sorti Guillaume de chaque pétrin, payé pour chaque problème, lissé chaque conséquence jusqu'à ce que son précieux fils n'ait jamais une seule fois affronté le monde réel. Et maintenant, enfin, il devait choisir entre Guillaume et lui-même. Non, a dit papa doucement. Il n'était pas autorisé à conduire le véhicule. La réponse de l'experte était presque joyeuse. Je suis désolé, monsieur Girard, mais l'utilisation non autorisée par un membre de la famille avec un taux d'alcoolémie au-dessus de la limite légale est exclue selon l'article 14 de votre police. Nous ne pourrons pas traiter cette demande. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? Elle a dit ça de la même façon qu'on lirait une recette de gâteau au yaourt. Très calme, très plaisante. 80 000 € envolés. Et elle avait l'air de lui offrir un bonbon. Papa a raccroché sans dire au revoir. Il est resté assis à son bureau pendant environ 10 minutes, sans bouger, fixant juste le mur. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. 3 jours après l'accident, j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire, mais je suis méticuleuse. C'est la formation du Crédit Mutuel, et quelque chose dans l'histoire de Manon ne collait pas. Elle avait besoin d'être récupérée à 5h30 parce que son vol avait été reprogrammé depuis août. Quand je l'avais rencontrée au dîner de famille, elle avait mentionné que sa sœur vivait en Corse. Alors, j'ai vérifié les horaires de vol. Il n'y avait pas de vol de 5h30 depuis Ajaccio vers Lyon ce dimanche-là. Il n'y avait pas de vol d'Ajaccio vers Lyon de toute la matinée. J'ai vérifié chaque compagnie. Rien ne correspondait. J'ai mentionné cela à ma mère d'abord. Elle ne voulait pas l'entendre. Sandrine, n'empire pas les choses. Guillaume a assez de problèmes. Classique maman. Alors, je l'ai dit directement à Guillaume. Il était sorti sous caution à ce moment-là, contrôle judiciaire. Papa avait payé 15 000 € et il restait chez mes parents à traîner comme un chien battu. Je l'ai trouvé dans la cuisine en train de manger des céréales à 14h. Il n'y avait pas de vol, ai-je dit. Quoi, Manon? Son vol qui a soi-disant été reprogrammé à 5h30. Il n'existe pas. Il n'y avait pas de vol de Corse vers Lyon ce matin-là. J'ai vérifié. Le visage de Guillaume est passé par plusieurs expressions. Confusion, doute, puis cette horrible réalisation naissante. Elle te testait, ai-je dit. Elle a inventé ça pour voir si tu assurais vraiment pour elle, et toi, eh bien, tu as assuré. Il a posé sa cuillère, a fixé les céréales. C'est. Non, elle ne ferait pas. Appelle-la et demande. Il l'a fait. Juste là dans la cuisine, les mains tremblantes. Il a appelé Manon. Je ne suis pas resté pour écouter toute la conversation. Je n'en avais pas besoin. J'en ai entendu assez. Y avait-il vraiment un vol? Silence. Puis, tu es sérieuse là? Tu as inventé ça. Tout ce truc, tu l'as inventé. Manon a rompu avec lui par texto ce même après-midi. 47 mots. Je le sais parce que Guillaume l'a lu à voix haute à ma mère en pleurant. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui commet des délits pour un test. Ce n'est pas ce que je voulais. Je pense que nous savions tous les deux que ça allait arriver. Je te souhaite le meilleur. S'il te plaît, ne me recontactez pas. 47 mots pour finir 14 mois. Je dirais que Guillaume ne le méritait pas. Mais honnêtement, Guillaume le méritait probablement. Juste pas pour les raisons que Manon pensait. Mais le pire était encore à venir. Environ 2 semaines après l'accident, le journal local La Montagne a publié un article. Un homme d'Issoire inculpé pour accident en état d'ivresse sur la D338. Ce n'était pas la une ou quoi que ce soit, juste un petit encart dans la rubrique Faits divers, mais il incluait le nom complet de Guillaume. Et parce que les journalistes aiment le contexte, il mentionnait qu'il était le fils de Gérard Girard, propriétaire de Girard Chauffage et Climatisation.
Cet article a été lu par un homme nommé Rémi Pasquier. 2 ans plus tôt, Guillaume avait bu dans un bar à Clermont-Ferrand. Il était rentré ivre au volant. Choquant, je sais. Et sur le chemin, il avait éraflé une voiture garée sur le parking d'un restaurant. Une belle voiture, une Audi A6 de 2019 qui appartenait à Rémi Pasquier. Rémi était à l'intérieur du restaurant. Il était sorti pour trouver sa voiture endommagée et un Guillaume Girard très ivre essayant de partir. Il avait relevé la plaque de Guillaume. Il avait appelé la police et ensuite mon père était arrivé. Je ne savais rien de tout ça jusqu'à plus tard. Aucun de nous ne savait sauf papa et Guillaume et apparemment maman qui ne voulait pas m'inquiéter. Papa avait payé Rémi Pasquier 4 500 € en liquide pour laisser tomber toute l'affaire. Pas de constat, pas de déclaration d'assurance, juste une liasse de billets, une poignée de main et une promesse de tout faire disparaître. Mais Rémi Pasquier était plus malin que mon père ne le pensait. Il avait gardé des photos des dégâts sur sa voiture. Il avait gardé une trace du paiement en espèces. Et c'est la partie qui compte vraiment, il avait secrètement enregistré sa conversation avec mon père sur son téléphone. En France, l'enregistrement à l'insu est complexe juridiquement, mais le procureur peut l'accepter comme preuve si cela sert à révéler la vérité sur une infraction. Rémi a tenté le coup. Quand Rémi a vu l'article de journal sur le DUI de Guillaume, il a vu une opportunité, pas pour de l'argent cette fois, pour la justice. Il a appelé le bureau du procureur de la République et leur a tout raconté. Il leur a envoyé les photos. Il leur a envoyé l'enregistrement. Et soudain, le cas de Guillaume n'était plus juste un accident de conduite en état d'ivresse. C'était à propos d'un schéma de comportement, un historique de conduite en état d'ivresse, un historique d'être sauvé par papa. Le procureur était très intéressé par ce schéma. L'enquêtrice de l'assurance m'a appelé environ une semaine plus tard. Elle compilait un rapport complet sur le refus de sinistre, et elle voulait des déclarations des membres de la famille. Je lui ai dit la vérité, toute la vérité. Le texto que Guillaume m'avait envoyé, prenant la voiture. Tu ne remarqueras même rien. Je lui ai donné une capture d'écran. Je lui ai parlé des années d'emprunt de mes affaires, du sentiment que tout lui est dû, du schéma. Quand mon père a découvert que j'avais coopéré à l'enquête, il m'a appelé, pas pour crier, étonnamment. Il avait juste l'air fatigué. Pourquoi as-tu dû leur dire tout ça? C'est ton frère. Parce que c'est la vérité, papa. J'ai fini de mentir pour lui. J'ai menti pour cette famille toute ma vie. Il m'a raccroché au nez. Mais voici le truc. Je ne me sentais pas coupable. Pour la première fois en 29 ans, je ne me sentais pas coupable de dire la vérité sur ma propre famille. Le rapport final de l'enquêtrice d'assurance faisait 19 pages. Je le sais parce que mon père l'a jeté à travers la table de la cuisine lors d'une réunion de famille 3 semaines plus tard. Réclamation définitivement rejetée. Mais le vrai dégât était à la page 14 où l'enquêtrice avait noté que Guillaume Girard avait un schéma documenté d'utilisation non autorisée de véhicules et que des incidents précédents avaient été résolus par des règlements financiers privés pour éviter des conséquences légales. En d'autres termes, tout le monde savait maintenant que papa avait acheté la liberté de Guillaume pendant des années. C'était écrit noir sur blanc. C'était dans un rapport officiel. Et le procureur en avait une copie. Guillaume ne faisait plus seulement face à une conduite en état d'ivresse. Il faisait face aux poids accumulés de toutes les conséquences auxquelles il avait échappé. La date du procès était 4 mois après l'accident. 4 mois d'avocats et de requêtes et de négociations de plaidoyer et mon père perdant lentement la tête. Papa a engagé un avocat de la défense nommé Maître Michel Kowal. Aucun lien avec Manon, bien que la similitude des noms ait donné lieu à des conversations gênantes. Michel a coûté 20 000 € juste comme provision. Il était censé être le meilleur avocat pénaliste du Puy-de-Dôme, mais même lui ne pouvait pas faire de miracle. Les preuves de récidive font mal, a dit Michel à mes parents lors d'une réunion à laquelle je n'étais pas censé assister, mais que j'ai entendu quand même. L'enregistrement d'il y a 2 ans fait vraiment mal. Le type que votre père a payé, Rémi Pasquier, coopère pleinement avec l'accusation. Il témoignera si ça va au procès. Alors, à quoi s'attend-on, a demandé papa. Si nous allons au procès et perdons, 18 à 36 mois, probablement. Prison ferme. Casier judiciaire marqué à vie. Et si nous ne allons pas au procès, nous négocions. Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC.
Le procureur a proposé, conduite en état d'ivresse, vol d'usage. Toujours un délit, mais ramené à des faits moins lourds. Ils abandonneront le délit de fuite en échange du plaidoyer de culpabilité. La peine recommandée est de 12 à 18 mois de prison ferme, 5 ans de mise à l'épreuve, restitution complète. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père a juste hoché la tête lentement comme un homme acceptant un diagnostic terminal. Guillaume a plaidé coupable. Le jour du jugement était un mardi d'octobre. Palais de justice de Clermont-Ferrand, un grand bâtiment en pierre au centre-ville qui ressemble exactement à ce que vous attendez d'un tribunal. Sérieux et froid et totalement indifférent à vos problèmes. J'y suis allé, je ne suis pas tout à fait sûr pourquoi. Peut-être que j'avais besoin de voir ça arriver. Peut-être que j'avais besoin de savoir que c'était réel. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Bois sombre, néon, cette odeur institutionnelle spécifique que tous les bâtiments gouvernementaux semblent avoir. Guillaume était assis à la table de la défense dans un costume qui ne lui allait pas tout à fait bien. Il avait perdu du poids à cause du stress. Papa était assis dans le public derrière lui. Maman était assise à côté de papa serrant un mouchoir. J'étais assise au dernier rang, seule. La juge Éléonore Brunet présidait. Elle avait la soixantaine, des cheveux argentés, des lunettes, un visage qui suggérait qu'elle avait vu toutes les excuses du monde et n'était pas intéressée d'en entendre de nouvelles. Le procureur a présenté l'affaire. L'alcoolémie, le vol, les dommages matériels, le taux d'alcool, le schéma de comportement, l'incident précédent, le paiement en espèces, la conversation enregistrée. Il a fait écouter l'enregistrement à la cour. J'ai entendu la voix de mon père offrant de l'argent à Rémi Pasquier pour faire disparaître toute cette affaire. Papa fixait le sol pendant que ça passait. Maître Kowal a fait de son mieux pour Guillaume. Première infraction officielle, a-t-il argumenté. Jeune homme de bonne famille, système de soutien solide, potentiel de réhabilitation. Il a parlé de l'enfance de Guillaume, de sa lutte pour trouver sa voie, de ses remords sincères. La juge Brunet a écouté tout cela avec la même expression. Puis elle a regardé directement Guillaume. Monsieur Girard, levez-vous s'il vous plaît. Guillaume s'est levé. Même du fond de la salle, je pouvais voir ses mains trembler. J'ai examiné votre dossier minutieusement, a dit la juge. J'ai lu le rapport présententiel. J'ai écouté les arguments des deux parties, et ce qui me frappe, ce n'est pas l'accident lui-même. Les accidents arrivent. Les gens font des erreurs. Ce qui me frappe, c'est le schéma. Elle a fait une pause, regardant des papiers devant elle. Chaque fois que vous faites face à des conséquences dans votre vie, quelqu'un les a supprimées. Un chèque écrit, un problème résolu, une leçon jamais apprise. Votre père a payé 4 500 € pour couvrir un précédent incident de conduite en état d'ivresse. Votre famille a permis un comportement qui a mis la vie d'autres personnes en danger. Et maintenant nous y voilà. Guillaume a dégluti difficilement. Le but de ce tribunal n'est pas la punition pour la punition. C'est la responsabilité. Quelque chose que vous n'avez apparemment jamais expérimenté. C'est aussi la protection du public contre des individus qui ont démontré un schéma de comportement dangereux. Elle a rangé ses papiers. Guillaume Brian Girard, je vous condamne par la présente à 18 mois d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Riom. À votre libération, vous serez soumis à un sursis probatoire de 5 ans avec des conditions strictes. Votre permis de conduire est annulé avec interdiction de le repasser pendant 5 ans. Vous êtes condamné à payer une restitution complète d'un montant de 12 400 € pour les dommages à la glissière de sécurité et 80 000 € pour le véhicule que vous avez détruit. Vous suivrez un programme de sensibilisation au danger de l'alcool pendant votre incarcération. Elle l'a regardé une fois de plus. Vous avez 26 ans, monsieur Girard. Assez jeune pour redresser votre vie. J'espère que vous utiliserez ce temps sagement. L'audience est levée. Les policiers se sont approchés de Guillaume. C'était un grand gars, il avait probablement fait ça 10 000 fois, très calme et professionnel à ce sujet. Il a dit à Guillaume de mettre ses mains dans le dos. Les menottes ont cliqué. Attention à la marche, a-t-il dit alors qu'il se dirigeait vers la porte latérale. J'ai pensé que c'était probablement le premier conseil pratique que Guillaume ait jamais reçu qu'il ne pouvait pas ignorer ou contester. Guillaume a regardé par-dessus son épaule vers papa une dernière fois. Papa n'a pas bougé, n'a pas fait de signe, n'a pas mimé je t'aime ou sois fort ou quoi que ce soit.
Il est juste resté assis là, figé, regardant son fils être emmené menotter. Et puis Guillaume a disparu par une porte latérale et c'était fini. Je suis resté assise à ma place pendant quelques minutes pendant que la salle d'audience se vidait. Maman sanglotait sur l'épaule de papa. Papa lui tapotait le dos mécaniquement, mais ses yeux étaient vides. Finalement, ils sont sortis sans me voir, ou du moins sans me reconnaître. Je suis resté là à penser à la responsabilité, à comment Guillaume avait vécu 26 ans sans elle, et maintenant il en prenait pour 18 mois d'un coup. J'ai pensé à papa qui avait passé des décennies à protéger Guillaume des conséquences et qui se noyait maintenant dans les conséquences lui-même. 80 000 € pour la voiture, 20 000 € pour l'avocat, 12 000 € de restitution, 15 000 € de caution qu'il allait perdre parce que Guillaume avait violé les termes en contactant Manon. Des contrats commerciaux perdus à cause de l'article de journal. Réputation endommagée. L'enfant roi avait coûté à mon père plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et moi, je suis rentré chez moi dans ma magnifique Mazda CX-30 intouchée et payée. La voiture qui a tout déclenché. La voiture que Guillaume pensait voler cette nuit-là. La voiture qui était en sécurité dans un parking couvert parce que j'avais voulu la protéger de la pluie. Je n'ai pas ressenti de joie exactement. Je n'ai pas ressenti de vengeance. Je me suis juste senti clair. Comme si enfin, après 29 ans, le calcul prenait tout son sens très vite. Si cette histoire vous a accroché, je serais tellement reconnaissante si vous appuyez sur ce bouton d'abonnement et laissiez un like. Ça signifie honnêtement le monde pour moi et aide plus de gens à trouver ces histoires. Merci du fond du cœur. Maintenant, laissez-moi vous dire comment tout cela s'est terminé. Cela fait 4 mois depuis la condamnation. 4 mois que j'ai vu mon frère se faire menotter dans une salle d'audience et emmener pour servir 18 mois pour avoir volé une voiture qu'il pensait être facilement pardonnée. Ma vie est complètement différente maintenant. J'ai eu la promotion. Le poste de directrice d'agence au Crédit Mutuel pour lequel on m'avait ignoré 2 fois est finalement devenu le mien. Le gars qui l'avait eu à ma place, celui avec 2 ans d'expérience en moins, il a démissionné après 3 mois. Il ne pouvait pas gérer la responsabilité. Il s'avère que se pointer et travailler dur compte vraiment. Qui l'eût cru? Le poste est venu avec une augmentation de 14 000 € et un bureau avec une fenêtre. Mon nom est sur la porte. C'est petit, mais c'est à moi. J'ai déménagé aussi. J'ai trouvé un appartement plus sympa à environ 15 minutes du travail. Il a de vrais placards, un lave-vaisselle qui marche, et surtout, un parking couvert. Ma Mazda dort sous un toit chaque nuit. Certaines habitudes ne se perdent pas. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Il s'appelle Patrick Noël et il est prof d'histoire géo au lycée Blaise Pascal à Clermont. Il conduit un Dacia Dusté avec un autocollant « Soutenez votre bibliothèque locale ». Il pense que toute la saga de la famille Girard est, je cite, « absolument dingue ». Il n'a pas tort. Patrick m'a demandé une fois si ma famille avait toujours été aussi dramatique. Je lui ai dit, « Chérie, ça c'est la version calme. Tu aurais dû voir Noël 2021 quand Guillaume a amené une copine nommée Vanessa qui s'est avérée être fiancée à quelqu'un d'autre. Il y a eu une dispute hurlante sur le perron. Vanessa est partie en Uber en mangeant notre reste de bûche de Noël. Elle a pris la bûche entière. Elle n'a même pas laissé une part. Patrick m'a juste fixé pendant une seconde, puis a dit, « Je vais avoir besoin que tu écrives tout ça parce que je ne pense pas que je le croirai plus tard. » Je lui ai dit que la bûche était vraiment bonne aussi. Recette maison de maman. Guillaume en est à environ 4 mois de sa peine maintenant. Je lui ai rendu visite une fois, après environ 6 semaines. Je ne suis pas sûr pourquoi j'y suis allé. Peut-être que j'avais besoin de le voir dans cet endroit. Peut-être que j'avais besoin qu'il me voie vivre ma vie, m'en sortir très bien sans lui ou qui que ce soit d'autre pour me tirer vers le bas. Le parloir de la maison d'arrêt de Riom est exactement aussi déprimant que vous l'imaginez. Chaises en plastique, distributeurs automatiques avec des snacks de sous-marque, néon qui donne à tout le monde un air légèrement malade. Guillaume était plus maigre que je ne l'avais jamais vu. Ses cheveux étaient plus courts. Il avait ce regard dans les yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de colère, pas d'apitoiement sur soi, juste du vide. Nous avons parlé pendant environ 40 minutes. Il ne m'a pas blâmé. N'a pas demandé d'argent. N'a pas cherché d'excuses. Il a juste dit, je ne sais pas qui je suis quand personne ne nettoie derrière moi. J'imagine que je suis en train de comprendre.
Je n'avais pas de réponse à ça. Qu'est-ce qu'on dit? Bonne chance. J'espère que tu comprendras. Je lui ai juste dit que je reviendrais le voir s'il le voulait. Il a dit qu'il aimerait ça. Je n'y suis pas encore retourné. Je ne suis pas sûr que je le ferai. Papa a vendu Girard Chauffage et Climatisation il y a environ 6 semaines. Il ne pouvait pas maintenir l'entreprise après tout ce qui s'est passé. Entre les contrats perdus, les frais juridiques, les paiements de restitution et les dommages à sa réputation, ce n'était tout simplement plus viable. Une entreprise de Vichy a racheté le nom et le fichier client. Papa a eu assez pour payer ses dettes et avoir un petit reste, mais pas grand-chose. L'homme qui se vantait de bâtir un empire depuis son garage travaille maintenant comme consultant CVC pour une entreprise à tiers. 28 € de l'heure. Pas d'employé, pas de prestige, pas de Range Rover. Il conduit un Buick en Vision 2018, ou plutôt un Nissan Qashqai d'occasion, maintenant. Acheté d'occasion chez un concessionnaire à Vichy. C'est une voiture parfaitement correcte. Fiable, pratique, exactement le genre de voiture pour laquelle il se moquait de moi. L'univers a vraiment le sens de l'humour. Papa et moi dînons parfois ensemble. Pas souvent, peut-être une fois par mois. Il est différent maintenant, plus calme. Il pose des questions sur mon travail et écoute réellement les réponses. Il ne s'est excusé de rien directement. Je ne pense pas qu'il sache comment faire, mais le mois dernier il a dit quelque chose qui m'a stoppé net. Tu as eu raison de dire non ce soir-là pour la voiture. Tu avais raison. Venant de Gérard Girard, c'est pratiquement une confession de téléfilm. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête et changé de sujet. Certaines reconnaissances n'ont pas besoin de réponse. Maman a trouvé un travail, son premier depuis plus de 30 ans. Elle travaille à l'accueil d'un cabinet dentaire à Chamalières 3 jours par semaine. Elle répond au téléphone, planifie les rendez-vous, accueille les patients. Elle a 58 ans et elle dit que c'est la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. La semaine dernière, elle a dit à Guillaume lors d'un appel depuis la prison qu'elle ne pouvait plus mettre d'argent sur son compte cantine chaque semaine. Il devait apprendre à budgétiser avec ce qu'il gagnait de son travail en prison. Il gagne une misère en travaillant à la blanchisserie de l'établissement. Maman lui a dit que c'était plus qu'assez pour du savon et des nouilles instantanées s'il faisait attention. Petit pas, mais des pas quand même. Guillaume m'écrit des lettres parfois, de vraies lettres manuscrites, parce que l'email n'est pas vraiment un truc en maison d'arrêt. Son écriture est terrible, comme un médecin qui subit un tremblement de terre. Mais j'arrive généralement à déchiffrer les mots. Dans sa dernière lettre, il m'a dit qu'il était devenu stratégique sur les achats à la cantine. La cantine de la prison vend des nouilles à 1,25 € le paquet. Guillaume, qui avait l'habitude de se plaindre que l'épicerie bio était trop basique, échange maintenant des tours de travail contre des sachets d'assaisonnement supplémentaires. Je ne dis pas que l'incarcération a changé sa perspective sur l'argent, mais apparemment il est devenu très tactique sur ses investissements en soupe. Jamais pensé que je verrais ce jour. Les 2100 € que Guillaume me devait. Environ 2 mois après la condamnation, un chèque est arrivé dans ma boîte aux lettres. 2100 € exactement. La ligne mémo disait, de la part de Guillaume, papa. Pas de note, pas d'explication, pas d'excuse. Je l'ai encaissé sans culpabilité. C'était toujours mon argent de toute façon. J'attendais juste que quelqu'un le reconnaisse. Chaque matin, je conduis au travail sur la D338. C'est la route la plus directe de mon appartement au Crédit Mutuel. Et chaque matin, je passe à l'endroit exact où Guillaume a craché le Range Rover. La glissière de sécurité a été remplacée. Métal neuf, pas d'égratignure, pas de signe d'impact. On ne saurait jamais que quelque chose s'est passé là. Mais je sais. Chaque jour je passe devant dans ma magnifique Mazda CX-30 intouchée et durement gagnée. La voiture que Guillaume avait l'intention de voler ce soir-là. La voiture qui a survécu parce que je l'ai déplacée à 3 rues pour la protéger de la pluie. La voiture qui représente tout ce que j'ai construit sans l'aide de personne. J'ai passé toute ma vie à m'entendre dire que j'étais trop sensible, trop difficile, trop rigide avec mes limites. Il s'avère que je n'étais pas trop quoi que ce soit. J'étais juste entouré de gens à qui on n'avait jamais dit non. Le moment où j'ai arrêté d'être leur filet de sécurité, la réalité est devenue leur professeur. Et la réalité est un professeur bien plus sévère que je ne l'ai jamais été.
Je n'ai pas détruit mon frère. Je n'ai pas comploté de vengeance. Je n'ai pas manigancé ou manipulé ou planifié sa chute. J'ai juste arrêté de le protéger de lui-même. J'ai tenu une limite. J'ai dit non. Et puis j'ai reculé et laissé les conséquences se produire naturellement. Certaines personnes passent leur vie entière à attendre le karma. J'ai appris que le karma n'a pas besoin de votre aide. Il a juste besoin que vous vous écartiez du chemin. Mon frère sert 18 mois parce qu'il ne pouvait pas accepter le mot non. Mon père a perdu son entreprise et sa fierté parce qu'il a passé 30 ans à dire oui à la mauvaise personne. Et moi, je suis exactement là où j'aurais toujours dû être. Dans ma propre voiture, sur ma propre route, allant exactement où je veux aller. L'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est juste une chute plus longue.